place pour l'Iran dans l'échiquier géopolitique, c'est notre grand angle. Une contestation réprimée, une puissance nucléaire en devenir, un allié de la Russie et un rapprochement remarqué avec l'Arabie Saoudite. L'Iran se repositionne sur la scène internationale. Et pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui, nous recevons Pierre Pahlavi. Bienvenue. Bonjour Estelle Martin. Bonjour à vous. Vous êtes membre de la famille impériale iranienne. Votre père Christian Pahlavi a été adopté par le frère du dernier shah d'Iran. Et vous signez ensemble ce livre, Le Pont de la Victoire, l'Iran dans la Seconde Guerre mondiale, qui est paru chez Perrin. Finalement, c'est une époque peu connue, presque un angle mort de l'histoire. Absolument, c'est un épisode occulté et c'est d'autant plus étonnant que ça concerne une des périodes les plus scrutées, les plus analysées de l'histoire de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas un mois qui s'écoule sans qu'il y ait une biographie du maréchal Rommel ou quelque chose sur la guerre, le front de l'Est. Et cet aspect-là, la situation en Iran n'avait jamais été traitée, et certainement pas du point de vue iranien. Et pourtant, c'était important, le pont de la Victoire. C'est le nom qui a été donné par Winston Churchill. L'Iran a une place stratégique. Alors, on va voir une carte. Les Alliés en ont besoin à l'époque, en 1941. Ça va même très loin, puisque les Anglais et les Russes donc, envahissent le pays et décident de débarquer le Shah parce qu'ils soupçonnent en tout cas, ils avancent l'hypothèse d'une germanophilie. Absolument, et cette carte est très utile. Il suffit de la regarder pour se rendre compte que c'est la route la plus rapide entre le Golfe et l'URSS de l'époque. Et les Alliés en ont besoin, d'autant plus que le pays a été équipé par un chemin de fer construit à l'époque de Reza Shah, l'avant-dernier empereur d'Iran, avec l'aide d'ingénieurs allemands. Donc l'opportunité est rêvée pour Churchill d'utiliser l'isthme, les géographes appellent l'Iran l'isthme médique, pour acheminer l'aide des Alliés en faveur de Staline dans l'effort de guerre commun contre le Troisième Reich. Seulement voilà, l'Iran est un pays neutre et le souverain iranien est très jaloux de l'indépendance iranienne, ne veut pas rentrer dans l'engrenage de la Seconde Guerre mondiale. Il va être forcé de le faire le 25 août 1941. Et vous savez ces mots, à un moment, bénédiction commerciale et une malédiction stratégique, hein, le positionnement de l'Iran. Vous faites le parallèle avec le canal de Suez en Égypte. On va voir une autre carte. Alors, c'est une carte qui nous transporte aujourd'hui avec les nouvelles routes de la soie chinoises. Et là, on voit effectivement pourquoi, pour la Chine, c'est très intéressant de passer par l'Iran. Donc, aujourd'hui, donc au XXIe siècle, l'Iran a toujours cette position stratégique. Absolument. En fait, c'est quelque chose qui tient à la situation géopolitique de l'Iran, à son positionnement de pays clé sur l'échiquier eurasiatique. Les stratèges chinois, comme vous l'avez mentionné, ne s'en cachent pas. Le président Xi Jinping et ses conseillers aiment rappeler que l'Iran est au centre de tout, c'est les mots qu'ils utilisent. L'Iran est un pivot, un pays charnière et un élément essentiel dans l'édification de cette fameuse Belt and Road Initiative. D'ailleurs, on reviendra sur le rôle de la Chine avec un rapprochement entre Téhéran et Riyad. Mais d'abord, retour sur cette guerre éclair, donc avec les Britanniques qui s'installent donc en 1941. Est-ce que ça peut aussi expliquer la défiance des Iraniens, un mauvais souvenir effectivement des Occidentaux? Absolument. Winston Churchill a appelé l'Iran le pont de la victoire. Pour les Iraniens, cet épisode, c'est tout sauf un pont de la victoire. C'est une route de la désolation. C'est une période d'humiliation. Leur souveraineté nationale a été piétinée et ça crée un trauma. On parle souvent de l'opération Ajax de 1953, quand la CIA et l'Intelligence Service renversent le docteur Mossadegh. Mais finalement, l'opération Countenance de 1941 a le même effet, celui de nourrir la méfiance des Iraniens à l'égard de la communauté internationale. Alors, on aurait pu être tenté de dire, oui, mais finalement, Britanniques, Soviétiques et Américains font basculer l'Iran du bon côté de l'histoire, du côté des puissances victorieuses. Sauf qu'on ne leur a pas demandé. Et aujourd'hui, alors on parle du 20e anniversaire de l'intervention américaine en Irak ou de l'opération spéciale de Vladimir Poutine en Ukraine, on se rend compte à quel point l'indépendance, la souveraineté sont des choses importantes. Et c'est un phénomène qui est à la source de la révolution islamique de 79. Effectivement, oui, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Effectivement, ça explique la mise en place d'une société trop moderne, trop occidentale, mais trop élitiste.
C'est ça qui a entraîné la chute du Shah et l'avènement de la révolution des islamiques, de cette république islamique? Oui, et en même temps, c'est la réalisation par les puissances occidentales que l'Iran peut en fait être utilisé comme un pion stratégique qu'on peut déplacer, qu'on peut utiliser pour servir leur agenda. Dans ce cas-ci, au moment où se ferme l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, s'ouvre donc la guerre froide, et l'Iran est utilisé comme une digue, comme une barrière stratégique pour endiguer, pour isoler l'Union soviétique. Alors toujours cette impression chez les Iraniens que leur pays est utilisé par les puissances extérieures. Les Chinois veulent l'utiliser comme un segment sur leur route de la soie. Vladimir Poutine aujourd'hui l'utilise comme une passerelle pour accéder aux mers chaudes, pour revenir sur l'échiquier moyen-oriental. Et les Occidentaux veulent l'utiliser. Les Iraniens n'ont pas cette conception-là. Pour eux, leur pays n'est pas un objet qu'on peut utiliser, mais un pays souverain. On a vu la jeunesse iranienne dans ce mouvement, dans cette révolte qui semble aujourd'hui férocement réprimée. Justement, cette jeunesse iranienne, celle qui ne voulait plus du voile et qui communiquait sur les réseaux sociaux, elle est attirée par l'Occident. Mais est-ce que c'est juste une seule portion de l'Iran, c'est-à-dire une jeunesse cultivée, ouverte sur l'Occident? Oui, on aurait tort de penser que malgré les images qu'on a vues tous depuis l'automne 2022, on aurait tort de penser que c'est l'ensemble de la société iranienne qui est derrière cette révolte. Il y a une masse critique, il y a une part très importante de la nation iranienne qui en a assez de ce régime, qui voudrait un changement, mais il y a encore 20-25% selon les sondages d'Iraniens qui sont irréductibles et indéfectiblement derrière le régime. Et puis ce régime s'est doté des capacités de réaction, d'écrasement, de répression et de contre-insurrection qui lui donnent des garanties pour se maintenir, sans compter bien entendu le lien avec Pékin et Moscou. Pour vous, ce mouvement de révolte, il est terminé? Les mollahs ont gagné? Non, je pense que ce serait cynique et défaitiste de le conclure. Néanmoins, ce round est terminé. Les murs de Jéricho se sont écroulés après plusieurs coups de trompette. C'est encore un coup de trompette de plus. Je pense que ce régime est fragilisé, il est fissuré. Mais il a encore une espérance de vie qui s'étend au-delà de la prochaine année, voire des 5 prochaines années. Difficile, bien entendu, de faire des prédictions. Pourtant, on ne voit plus rien sur les réseaux sociaux. Au début, cette révolution, elle s'est matérialisée pour le reste du monde sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout à fait. Les Iraniens ont payé cher. Les Iraniens et les Iraniennes, bien entendu, ont payé très cher le prix du sang. De cette répression, et je crains moi que le régime soit en train de renverser la situation en sa faveur. On lit dans les médias, l'Iran ne sera plus jamais, le régime iranien ne sera plus jamais le même, parce que finalement on peut photographier quelques Iraniennes, les cheveux découverts, sans tchador, et d'une certaine manière ça peut être instrumentalisé par les régimes de mollahs et des gardiens pour dire, vous voyez, le régime est capable de se réformer, de s'amender, de progresser, alors qu'il est toujours le même. Il est l'un des plus répressifs au monde. Est-ce qu'il y a une opposition qui existe, des progressistes qui pourraient effectivement prendre le relais? Alors l'opposition existe, mais elle est éclatée. Le problème de cette contestation, c'est qu'il n'y a pas de leader. On parle notamment de mon cousin, Reza Pahlavi, mais il est à l'extérieur, il n'y a pas de leader à l'intérieur, quelqu'un de charismatique qui pourrait rassembler les différentes factions de la contestation. C'est difficile de voir quel chemin il pourrait prendre s'il n'y a pas une direction qui est donnée, comme dans tout mouvement de contestation. Alors l'Iran était un peu mis au banc avec des sanctions économiques très fortes, notamment liées au dossier du nucléaire. On voit aujourd'hui que c'est la Russie qui est mise au banc et on voit ce front, ce nouveau front en fait anti-occidental qui est en train de se créer. Est-ce que paradoxalement l'Iran est en train de bénéficier de la guerre en Ukraine en envoyant des armes notamment aux Russes? Qu'est-ce que ça peut donner cette alliance? Alors oui, l'Iran, de fait, participe à la guerre en Ukraine, même si le régime se défend de le faire, en fournissant ces fameux drones Shahid 136, les drones Mohajer. On parle de la livraison de missiles balistiques. Et c'est en Iran que Vladimir Poutine s'est rendu la première fois après le début de l'invasion, donc c'est quand même un signe.
Tout à fait, c'était l'été dernier qu'il s'est rendu à Téhéran, rendant la politesse d'ailleurs aux dirigeants iraniens. Le président Raïssi s'était rendu à Moscou quelques jours avant le déclenchement de l'opération spéciale et le ministre des Affaires étrangères iranien avait alors mis la responsabilité de ce conflit sur le dos de l'OTAN. De fait, l'Iran est en train de renforcer son ancrage sur la Russie, sur la Chine. Il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine du Negob Ashar, c'est-à-dire le regard vers l'Est. Les Iraniens disent que leur destin est du côté de l'Eurasie orientale. Il y a un bloc qui est en train de se constituer. Ici en Occident, on a tendance à penser que l'Iran est isolé, que la Russie est isolée. Mais quand on regarde ça à plus grand angle, on se rend compte qu'autour de l'Iran, de la Russie, il y a aussi la Chine, l'Inde, et il y a de plus en plus de gouvernements autoritaires qui tendent à se coaliser autour. Oui. Et d'une certaine manière, c'est plutôt l'Occident qui me semble être isolé aujourd'hui. Et comment vous expliquez d'ailleurs que l'Iran se rapproche de l'Arabie saoudite? On rappelle que les deux pays étaient quand même des ennemis, c'est quand même deux religions très différentes, chiisme d'un côté, effectivement, et les sunnites de l'autre. C'est la Chine, encore une fois, qui a joué la médiatrice. Pourquoi ? Alors absolument, c'est la Chine qui a tout à gagner de ce rapprochement. Et l'Iran ? Alors l'Iran a tout à gagner aussi parce que le pays est exsangue, l'économie est exsangue, inflation, chômage, c'est une perche tendue aux Iraniens pour essayer de redonner un peu d'air à leur économie et les Iraniens l'ont saisi. Ça rebat un peu les cartes en apparence puisque ça permet de faire baisser la pression sur le gouvernement irakien. En Syrie, Béchir el-Assad se voit promettre avec la bénédiction du grand frère iranien de peut-être re-rentrer dans la Ligue arabe. La crise pourrait être résolue au Liban. Enfin, beaucoup de gens se réjouissent. Les Israéliens, beaucoup moins. Oui, les Israéliens, parce qu'Israël reste quand même le grand ennemi. Le grand ennemi qui avait beaucoup compté sur la stratégie de pression maximale sur l'Iran, qui avait mis en place les accords d'Abraham. Ces accords d'Abraham semblent un peu fragilisés par ce rapprochement avec l'Arabie saoudite. Les États-Unis aussi sont un peu mal à l'aise. Les relations entre Biden et le prince Mohammed Ben Salman sont un peu tendues, un peu compliquées. En même temps, je ne miserais pas beaucoup sur cet accord. Finalement, on revient à ce qui était le cas déjà il y a 7 ans. On ne pouvait pas parler de grand amour entre Riyad et Téhéran déjà à l'époque. Effectivement, beaucoup de choses bougent en ce moment. Merci Pierre Pallavi d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui est vraiment très éclairant sur cette période qu'on connaît mal. Le pont de la victoire, l'Iran dans la Seconde Guerre mondiale aux éditions Perrin. Merci à vous.